bien, bonjour et bienvenue pour cette vidéo. Je suis vraiment très heureux de pouvoir démarrer cette première vidéo chez Selensa. Et on va parler d'une conférence qui a eu lieu à Seattle il y a la semaine dernière, qui s'appelle la Build, l'une des plus grosses conférences de Microsoft. Et évidemment, on va se concentrer sur une certaine partie des annonces. On est sur une conférence assez large et historiquement pour les développeurs, où Microsoft fait beaucoup d'annonces de produits, de fonctionnalités. Mais nous, on va se concentrer sur les annonces data. Et en particulier, on va parler forcément du produit phare de Microsoft qui est Fabric. Alors juste pour redonner un petit peu de contexte, Fabric avait été annoncé justement en public preview à la Build l'année dernière. On est sur un produit qu'on pourrait imaginer très jeune, pas très mature, mais en fait derrière, nous on avait accès à la private preview qui était un projet un petit peu secret, avec quelques partenaires et quelques MVP qui avaient accès depuis presque plus d'un an. Et derrière, d'ailleurs, toutes les briques qu'on va retrouver dans un produit comme Fabric sont des briques qui existent depuis longtemps de Microsoft. Donc, annonce de la public preview l'année dernière. À l'Ignite, Microsoft annonce la General Availability, donc le produit est disponible. Et là, en fait, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On pourrait se dire sur ce produit, énormément d'annonces. En un an, Microsoft a annoncé sur son blog 188 posts avec des nouveautés. Pas forcément des features, des fois c'est des annonces de conférences ou de vidéos autour du produit, mais vous voyez qu'il y a un rythme effréné d'annonces et de nouveautés sur ce produit. Microsoft investit massivement dedans. Et en effet, on les comprend, il y avait déjà le succès de Power BI qui a démarré en 2015, qui maintenant est un produit incontournable dans le domaine de la data. Microsoft a d'ailleurs dévoilé quelques chiffres, genre 6,5 millions de développeurs Power BI, on parle juste des développeurs, des gens qui consomment des rapports, il y en a certainement 10 à 100 fois plus. Ils ont aussi dévoilé quelques éléments sur le nombre d'entreprises qui utilisaient Fabric. Les chiffres sont vertigineux, on est vraiment sur un produit de massification, en tout cas de démocratisation de la BI qui était chère à Steve Ballmer en 2007. C'est vraiment une philosophie qu'on a chez Microsoft d'aller démocratiser ça. Donc justement, la Build, un an après, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Est-ce qu'on va être surpris? Est-ce qu'on va avoir des choses qui vont être extrêmement intéressantes? Et bien justement, cette vidéo est là pour faire le point et parler de ces nouveautés. Et je suis très content d'être avec deux personnes de l'équipe data de Selensa, deux architectes émérites qui font des super beaux projets, Jad Amraoui et Édouard Lecause, qui vont commenter avec moi cette actualité. Alors moi je vous propose, on rentre direct dans le vif du sujet, c'est quoi votre top 3 des annonces qui ont été faites à cette build sur Fabric? On commence par toi, Jad. Eh bien super, merci d'abord pour cette super intro. Alors mon top 3, je commencerai en premier. Alors même si ce n'est pas une feature technique qui va venir révolutionner la manière qu'on a de faire de la data, TaskFlow. Parce que pour moi, on va en discuter, mais niveau organisationnel, ça vient simplifier beaucoup de choses dans notre vie de développeur. Deuxièmement, les sorties autour de OneLake, qui est quand même la feature au cœur de Fabric, et notamment les concepts autour du mirroring et des shortcuts qu'on va venir étendre. Et enfin, je pense que je me suis laissée éblouir par les capacités autour de l'IA dans Fabric, et notamment les AI skills. Ouais, c'est un sujet d'actualité, donc on va regarder un petit peu ce qu'on a derrière ces AI skills. Et toi, Edouard, qu'est-ce qui t'a tapé dans l'œil? Déjà, bonjour Jean-Pierre, hello Jade. Alors, si je devais en retenir 3, pas évident, mais je partirais sur finalement le Better Together, notamment avec Azure Databricks, beaucoup de sujets de mon côté entre Power BI et Databricks en ce moment. Donc voilà, envie d'en savoir plus, envie aussi de le mettre en place pour voir ce que ça peut apporter à ce genre de sujet. Je retiendrai aussi un petit peu comme toi tout ce qui est autour de OneLake, notamment les shortcuts. Et enfin, alors c'est pas une annonce, mais j'ai beaucoup aimé la petite démo autour de la CI/CD avec l'intégration Git et les fameuses pipelines anciennement Power BI qu'on retrouve maintenant dans l'environnement Fabric. Alors c'est marrant parce que dans ces annonces, il y a des choses qui existaient déjà, mais on va voir en effet comment elles s'enrichissent et elles font ça. Alors moi, je me suis fait aussi l'exercice et finalement, je vous retrouve, il y a quand même des choses communes entre vous. Et moi, finalement, je suis un peu comme vous. Alors moi, j'ai bien aimé le iceberg, mais on va parler, je pense, avec le OneLake, prendre un petit peu votre avis. Les AI skills, je suis tout à fait d'accord avec toi, on va détailler un petit peu ça. L'IA m'a aussi tapé dans l'œil. Et moi, par contre, j'ai mis aussi la real-time intelligence. Bon, on verra si on a le temps d'en parler lors de cette vidéo. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est assez sympa ce qu'ils nous ont montré. Mais je propose, vous avez des choses en commun. On va d'abord parler de TaskFlow, puis après, justement, de OneLake. Alors, TaskFlow, est-ce que tu peux en parler 5 minutes? Pourquoi c'était dans l'œil? À la rigueur, si tu peux juste
nous expliquer un petit peu à quoi ça sert et pourquoi tu penses que c'est une feature super intéressante pour nos utilisateurs? Alors pour moi, il y a vraiment deux avantages principaux. Alors dans l'expérience qu'on avait pu avoir ces derniers mois, donc dans le développement de pipeline et la création d'assets dans Fabric, il y avait vraiment une difficulté, c'était l'organisation des ressources. Et donc, comme l'objectif de ce service est quand même de capitaliser sur le fait qu'on va avoir plusieurs équipes autour de la table et peut-être travaillant au sein d'un même workspace, il fallait quelque chose qui nous permette d'organiser ces ressources. Et donc là, TaskFlow va vraiment donc nous permettre d'organiser l'ensemble de nos ressources et d'identifier directement quels items servent à réaliser quelles tâches. Et deuxième avantage, c'est que ça va faciliter la création en fait de tout notre workflow en présentant un template auquel on va pouvoir directement se greffer et qui va nous permettre d'organiser les différentes étapes suivant les recommandations d'ETL assez classiques quand on va venir ingérer nos données, les transformer, les visualiser. D'accord, donc ça permet d'assister finalement les utilisateurs, on pourrait dire les développeurs, Ouais. mais pas forcément développeurs professionnels, mais en tout cas ça va les assister à mieux gérer ce qu'ils ont à faire et à mieux organiser finalement ce qu'il y a dans les workflows. Petite question, est-ce que finalement je ne pouvais pas faire ça avec les folders tout simplement en mettant les bons noms, etc. Qu'est-ce que ça va apporter de plus? Les folders, ça crée des boîtes dans lesquelles on va pouvoir mettre des ressources, mais ce que ça apporte TaskFlow en plus, c'est la notion de dépendance. C'est se dire en fait, je sais que tel pipeline va venir alimenter tel objet de mon warehouse, de mon lakehouse. Et en fait, avoir cette conception de lineage et vraiment de dépendance entre mes différents objets qui me permet directement de comprendre ce qui est utilisé, ce qui dépend de quoi. Et ça, c'est quand même assez génial. La notion de flux. Toi, Edouard, dans TaskFlow, c'est les mêmes choses qui t'ont plu ou est-ce que tu as un aspect qui t'a bien plu aussi dans cette fonctionnalité? Je suis d'accord avec Jade sur la plupart des choses que tu as pu dire. J'aime bien vraiment cette notion finalement de catégorisation. Donc on a notre liste d'items dans notre workspace et on sait qu'aujourd'hui cette liste d'items va continuer à augmenter finalement avec tous les items spécial Fabric qui n'existaient pas avant dans Power BI. Et donc voilà, cette manière de pouvoir les catégoriser, les flaguer, on l'a vu notamment dans la démo, une fois qu'on le met dans une boîte, dans une tâche de notre TaskFlow, l'item est tout de suite catégorisé avec une petite couleur et ça permet d'apporter un autre filtre que les workspaces, que les folders, pardon. Donc voilà, premier grand intérêt, je gagne en lisibilité dans mon workspace et je pense que c'est d'autant plus intéressant aussi parce que demain, on a bien compris qu'il va y avoir beaucoup de personnes différentes qui vont être amenées à travailler sur ces workspaces-là. On n'a plus que des développeurs Power BI, on va aussi avoir des data engineers et, comme toujours avec Microsoft, et tu l'as rappelé au début, beaucoup aussi d'utilisateurs finaux. Qui vont regarder du rapport, qui vont peut-être en construire par exemple. Et donc je trouve que c'est assez intéressant de donner aussi à ce type d'utilisateurs, qui ne sont pas forcément des spécialistes dans le monde de la data, une vision un petit peu claire de d'accord, qu'est-ce que j'entends derrière de l'ETL, qu'est-ce que j'entends derrière de la pipeline, derrière un lakehouse, c'est quoi le medallion layer par exemple, qu'est-ce que sont de la visualisation, des actions par exemple avec Data Activator, etc. Donc c'est vraiment, je trouve, aider chaque utilisateur demain de Fabric de mieux catégoriser dans sa tête finalement qu'est-ce que permet l'outil et quels sont les différents niveaux et tâches qui se font sur Fabric demain. Donc avec les TaskFlow, Microsoft essaye finalement de simplifier ou en tout cas de réduire la complexité de la richesse du produit parce qu'en effet, on peut faire tout un tas de choses pour justement servir les différents utilisateurs. Moi, je me faisais une remarque et vous allez me dire ce que vous en pensez, mais on sait que par exemple, on a le WAF, le Well Architected Framework. Microsoft a beaucoup d'initiatives pour faire les choses bien en termes d'architecture. Tu parlais du médaillon, de l'architecture médaillon qui est bien connue des gens qui font de la data. On a aussi les patterns practice, donc dans tout le monde un peu SharePoint, etc. Est-ce que finalement, ce n'est pas la version data de ces initiatives que Microsoft fait dans d'autres domaines, d'expliquer comment on est à l'état de l'art sur un projet? Ça pourrait servir à ça, le TaskFlow, Edouard, tu penses? Je pense oui. En plus, ce que je trouve un petit peu intéressant, tu parlais d'initiative aussi, c'est qu'on a un petit peu l'impression qu'on nous le donne, on nous le montre, on nous le démontre, quelques petites fonctionnalités, quelques petites choses sympas. Et on sent bien qu'après, ça va aussi servir à des choses un petit peu plus grandes, je pense, l'outil va continuer à se développer, sûrement aussi avec les retours des utilisateurs. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant de continuer à travailler ça, de dire « Ok, on vous met à dispo une V1 très sympa, très visuelle, voyons comment on avance ensemble pour finalement arriver à un produit fini dans quelques mois, dans quelques années sûrement, qui puisse vraiment accélérer finalement des projets. »
Oui, tu as raison, on a quelque chose de très, très itératif et on verra si ça va dans le sens de la gouvernance, comme tu le disais, Exactement. ou dans le sens de la documentation ou de l'explication, comme on l'est. Donc, TaskFlow, une belle feature qui vous a tous les deux tapé dans l'œil. Il y a un autre point commun que vous aviez, et je l'ai mis aussi à travers Iceberg, c'est ce qu'on pourrait appeler un peu OneLake VNext, ou en tout cas tout ce qui est autour de OneLake. Alors, peut-être pour reprendre ce que tu disais, Edouard, sur ça, on voit bien que Microsoft a pour vocation, en tout cas moi c'est la lecture que j'en ai, vous pourrez commenter, que Microsoft gomme un petit peu les frictions qu'on peut avoir entre les plateformes. C'est-à-dire que l'idée, c'est plus de choisir entre l'un ou l'autre, c'est peu importe les choix qu'on fait, au final, Fabric va s'adapter et pouvoir se connecter. Alors, tu reviendras sur les shortcuts ou le mirroring, mais en tout cas, va avoir le pont entre les éditeurs. Tu as utilisé le terme better together, mais moi je le vois, si on va même plus loin, c'est vraiment une notion d'écosystème data où au final, on a juste à mettre les ponts et on n'a plus qu'une seule plateforme de data. Alors, selon la vision de Microsoft, on pourrait imaginer que tant que ça finit dans OneLake, ça les arrange, mais on voit bien qu'ils tissent, et là on se voit bien que c'est des partenaires commerciaux avec des Snowflake. Grosse annonce quand même que Snowflake est backé directement dans OneLake, pareil pour Salesforce. Donc on voit vraiment que c'est un impact écosystème. Maintenant, si on revient sur des sujets peut-être un petit peu plus techniques, je sais que tu as des cas concrets où en fait tu t'aperçois que ces annonces autour du OneLake vont résoudre des cas d'usage ou des problématiques que tu as aujourd'hui. Edouard, est-ce que tu as des exemples à nous partager sur ça par exemple? Oui, bien sûr. Juste d'abord pour rebondir sur ce que tu disais, je trouve ça très intéressant parce que Fabric sort et finalement, comment est-ce qu'on fait que les utilisateurs, les équipes data, BI demain passent sur Fabric? Et finalement, on sait que Power BI est un outil phare aujourd'hui et très présent sur le marché. Et je trouve vraiment, lors de toute cette build, intéressante finalement le fait de dire regardez ce que Fabric peut vous apporter aussi pour vos utilisations BI existantes avec finalement ce Better Together dont on parlait, c'est-à-dire c'est pas grave si il y a 2 ans on a choisi un autre fournisseur, que ce soit Azure, AWS ou d'autres. C'est pas grave s'il y a 2 ans on a choisi une autre techno. Regardez, Fabric fonctionne très bien avec celle-ci. Et donc ils ont commencé bien entendu avec Azure Databricks, avec Snowflake aussi. Et pour parler un petit peu plus, avec précision du cas d'Azure Databricks, ce qui est intéressant je trouve, c'est vraiment la bidirectionnalité entre Fabric et Azure Databricks. On nous dit, votre Unity Catalog Azure Databricks, demain, il sera disponible, ça sera un item à part dans vos workspace Power BI, dans vos workspace Fabric, pardon. Et du coup, ça c'est vraiment très intéressant parce que ça débloque des sujets, notamment le Direct Lake qui avait été annoncé côté Power BI. Je n'ai plus besoin de provisionner un cluster SQL, un warehouse SQL dans Azure Databricks pour mettre mes données dans Power BI. Grâce finalement à cette interconnexion entre ces outils, on peut directement bénéficier de notre Unity Catalog et donc de notre donnée dans Fabric et donc derrière connecter des outils tels que Power BI dessus. Et bien entendu, pour terminer, il y a le deuxième côté, je peux choisir que mon lakehouse soit dans Fabric et je peux l'interroger directement avec Azure Databricks. Et donc ça, c'est aussi intéressant, notamment pour des équipes qui ont l'habitude de travailler avec Azure Databricks. Eh bien, je peux faire en sorte que demain, mon lakehouse soit lui provisionné dans Fabric et continuer à travailler sur l'UI Databricks, avec des notebooks Databricks et avec les moteurs Databricks. Donc soit je capitalise sur un choix que j'aurais pu faire à la vente, j'ai pu faire ce trade-off, ce compromis ou même un choix arbitraire entre les éléments, et puis je mets le bon outil aux bonnes personnes en fonction de leurs préférences. Pourquoi pas, on se doute bien qu'il va y avoir des guerres aussi sur le prix et les tarifs des licences entre les éditeurs, mais bon, ça en général, c'est toujours au bénéfice des clients. Si on va sur un sujet un petit peu plus technique, justement, parler des shortcuts, comment ça marche? Alors, sans rentrer forcément sur une explication technique, mais en tout cas, de ce que tu as vu à la build, entre shortcuts, mirroring, est-ce que tu veux partager un petit peu ton point de vue sur le sujet, Jade? Mais en fait, ça rejoint exactement en fait, ce point qui est de dire, effectivement, la solution Fabric, elle veut permettre de pouvoir combiner l'ensemble des écosystèmes. D'un point de vue de data engineering, ce qui peut parfois être hyper coûteux dans la mise en place des projets, c'est la construction des pipelines ETL et justement, et aussi d'un point de vue de coût aussi, c'est impactant, le déplacement de données. Et donc en fait, c'est là où justement ces intégrations bidirectionnelles ou effectivement là la notion de shortcut, elle va venir nous aider parce que les shortcuts, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va donc nous permettre de nous connecter
soit des environnements on-prem, à des environnements Azure, à du AWS et du Google Cloud. Donc on est vraiment sur une offre assez large, sur nos sources de données, de pouvoir les visualiser et travailler avec directement depuis Fabric sans qu'on ait aucun déplacement de données. Donc c'est vraiment une connexion. La donnée reste sur les systèmes, mais on va pouvoir engager directement le travail dans notre Workspace Fabric sans avoir l'ETL d'ingestion. Ouais. Donc ça nous facilite. Et donc là, on comprend très bien l'annonce du support d'Iceberg, puisqu'on sait que sur le Exactement. marché, il y a, alors c'est pas une guerre, mais en tout cas, il y a deux parfums, on va dire, des données orientées, des stockages orientés colonnes, le monde Ouais. Parquet et le monde Iceberg. Ouais. Il y en a un petit troisième qui va certainement arriver après. Mais en tout cas, on voit bien que le fait d'annoncer ce support, Ouais. d'entrée de jeu, ça ouvre à avoir un vrai OneLake qui va aller chercher Exactement. des données un petit peu partout. D'ailleurs, l'annonce aussi de Salesforce qui est backée sur le Exactement. OneLake, c'est grâce au support d'Iceberg du format Iceberg. Peut-être un petit mot sur le mirroring. Encore une fois, l'idée n'est pas de faire un deep dive technique, mais sur le mirroring, quelle différence tu vois entre les deux, entre justement le shortcut et le mirroring? Est-ce qu'il y en a un qui a ta préférence pour le coup, ou tu te dis que finalement, peu importe, l'important c'est d'avoir accès aux données dans OneLake? Alors, le mirroring, le concept est un petit peu différent parce qu'on va venir réellement importer les données dans le OneLake. Donc, les données des systèmes qu'on a envie de mirrorer vont se trouver dans OneLake, ce qui n'est pas le cas des shortcuts. Okay. Donc, on va avoir potentiellement un premier coup à l'import et puis ensuite, on va pouvoir travailler directement avec ces données. Ce qui est bien avec le mirroring, c'est qu'on a la capacité d'être tout le temps connecté au système. Et donc, grâce aux features de Change Data Capture, être pratiquement sur du quasi temps réel, connecté à l'ensemble de nos sources. Et donc, tous les changements sont reflétés sur notre base mirrorée. Et donc ça, c'est un vrai avantage aussi si on a envie de travailler avec ce type de données. Ouais, donc, et puis surtout, on fait ça en un clic. On fait ça en un clic. Disponible très facilement sur les éléments. Je propose de continuer et potentiellement on pourra revenir sur ces sujets s'il y a besoin. Il y avait l'IA. Alors l'IA nous a plu comme feature un petit peu à tous les deux. On va voir si on arrive à te convaincre sur le sujet. L'IA dans Fabric, alors il y avait ce qui était déjà connu, donc ça fait quand même 1 an que Microsoft parle de Copilot dans Fabric, Copilot pour les data engineers, Copilot pour les data analysts, etc. etc. Peut-être qu'on va revenir dessus, mais là, la nouveauté, moi, que j'ai noté, c'est ce qu'ils appelaient les AI skills. Oui. Est-ce que tu peux juste nous décrire cette feature et pourquoi tu penses qu'elle est intéressante? Oui, on l'a vu pendant toute la build, on avait vraiment cet aspect Copilot et justement l'IA qui a vraiment une partie prenante dans toute la plateforme. Effectivement, moi j'ai été un peu charmée et fait waouh de la démo des AI Skills. Donc les AI Skills, c'est en fait une feature qui va vous permettre en un clic de pouvoir appeler un modèle OpenAI sur des données qui seraient stockées dans votre lakehouse ou dans votre warehouse. Et donc possiblement de mettre à dispo des bots ou accessibilité via Teams. Donc ça, c'est l'intégration et l'imbrication avec Copilot, justement, de l'intelligence directement sur vos données. Et donc ça, je trouve ça assez incroyable de pouvoir permettre, donc là, à l'ensemble, par exemple, si on a des data analystes, si on a des gens qui ne sont pas forcément tech, de pouvoir interroger la donnée grâce à cette API. Et ce qui est bien avec l'AI Skills, c'est qu'on peut restreindre les scopes. Donc dire, je veux pouvoir donner accès à un sous-ensemble de mes tables, si dans d'autres tables, il y a des éléments un petit peu confidentiels. Donc on va pouvoir avoir justement cette mainmise sur le scope de nos données, mais tout en laissant accès à nos données d'être requêtées en langage naturel pour de l'exploration. Et ça, je trouve ça génial. Et à noter que par rapport à Copilot, qui est pour les data analysts, où là j'interroge un modèle sémantique et un rapport, donc explique-moi pourquoi la courbe elle monte, explique-moi pourquoi j'ai telle dimension qui n'a pas la même valeur. Là on est un cran au-dessus, on crée finalement ce point d'entrée, cette API sur lequel je vais pouvoir interroger en langage naturel les données qui sont derrière et pas le modèle sémantique. Ouais. Donc il faut voir vraiment quelle différence ça apporte, parce qu'on peut se dire on perd un petit peu d'intelligence ou de contexte pour l'utilisateur, mais il y a un usage qui est bien. Moi j'avais noté, c'était justement ce côté endpoint qui est géré dans Fabric
avec les capacités Fabric sur le même prix que Fabric. Il n'y a pas d'API management à faire, il n'y a pas une application à faire à côté sur OpenAI. Par contre, est-ce que tu n'as pas peur de l'effet boîte noire, de se dire le prompt engineering qu'a mis Microsoft dedans, globalement, quand il va lire les données, comment il va les interpréter? Est-ce qu'il peut se tromper? Comment il travaille là-dessus? Est-ce que toi, ça t'inquiète, ce côté boîte noire? Effectivement, au niveau des flux et comment ça se passe pour interroger cette boîte de données, donc il n'y a pas forcément d'informations, on n'a pas eu forcément de détails pendant la build. Et pour avoir un peu potassé le sujet, donc encore en ligne, on n'a pas trop de documentation. Donc effectivement, je pense que c'est un vrai concern, et notamment quand on va venir manipuler un peu de la donnée sensible ou dans des contextes, voilà, on n'a pas envie, on veut savoir où est-ce que nos données résident et par quoi elles passent. Donc c'est un vrai sujet. Pas de réponse pour l'instant de mon côté, mais à investiguer et à garder dans le radar. Ouais, c'est clair. À nous de bien vérifier que les contraintes de privacy des clients sont respectées. Mais on imagine que si c'est intégré, c'est justement pour éviter de les sortir et que dans tous les cas, on est par défaut dans l'environnement, un petit peu plus là-dessus. Finalement, l'IA, que ce soit Copilot ou les AI Skills dont on vient de parler, toi, Edouard, tu le vois comment peut-être dans le quotidien de tes utilisateurs, dans ton quotidien toi en tant que développeur data, est-ce que tu imagines que ça va changer nos métiers? Oui, il y aura du changement, c'est sûr. Après, comme tu le disais, Copilot existe depuis déjà un petit moment, et c'est vrai que je n'ai pas forcément trouvé de cas d'utilisation, de création d'un rapport via Copilot par exemple. Après, ce que je trouve vraiment intéressant avec les AI Skills notamment, c'est, je viens du monde Power BI, très souvent on commence à faire du reporting institutionnel, les clients sont contents, et puis ils veulent accéder à de la donnée brute, ils veulent accéder finalement, comprendre, analyser finement leurs chiffres. Et on finit par parfois créer des rapports, des drill through, où on arrive à un niveau de détail très fin qui s'éloigne un petit peu des cas d'utilisation de la BI. C'est vrai que si là, directement dans Teams, on peut paramétrer, ou l'utilisateur final peut paramétrer lui-même finalement ses requêtes et aller demander tous les matins son niveau de marge de la veille ou des choses comme ça, et que derrière ça génère une requête SQL directement sur nos tables finalement qui sont elles utilisées dans notre rapport Power BI, donc cohérence des chiffres finalement entre mon rapport et ce que me remonte finalement ma requête en langage naturel. Là je vois vraiment un intérêt parce que finalement on arrive à découper les cas d'usage et Power BI reste utilisé uniquement pour faire de la BI et pour faire du reporting plus institutionnel. Mais donc si je reformule, en fait, tu vois qu'il pourrait y avoir un vrai impact de changement de où se trouve l'intelligence qu'on met quand on fait un modèle sémantique ou quand on fait une mesure en DAX, de peut-être la redescendre. Maintenant, je pense que ça va devoir s'accompagner d'une bonne gouvernance, puisque moi je vois déjà les utilisateurs, leur première question en langage naturel. Est-ce que tu peux me faire un extract Excel de mes données? Et j'imagine que ce sera certainement le prompt le plus utilisé avec ce type de fonctionnalité. Mais bon, charge à nous de travailler avec nos clients pour leur apporter la bonne gouvernance, des sujets qu'on travaille et qu'on discute tous ensemble, de comment l'IA et ses copilotes vont venir un peu bousculer la façon de consommer ou d'utiliser les données dans les projets data. Bon, j'espère qu'en tout cas, tu es tout aussi convaincu que nous sur ces AI Skills. De plus en plus. Voilà. Je fais juste un petit parallèle, on ne l'avait pas mis dans notre top 3, mais en fait, quand tu parlais des AI Skills ou finalement d'aller exposer ça, moi, ça me fait penser à une petite annonce qui est sympa, qui va dans le même style. On voit la direction pour Microsoft, c'est GraphQL. Donc, il y a des API natives dans Fabric pour exposer, cette fois-ci plutôt aux développeurs, directement un endpoint GraphQL sur les datas. C'est pas du langage naturel, mais par contre, je trouve ça plutôt pas mal que ça soit en one click on expose une API. Je vous propose de partir sur le dernier point. Alors ça, c'est avec moi qui l'avais choisi, le Real-Time Intelligence. Et quand on préparait cette vidéo, Jade, tu me disais que toi, tu avais remarqué qu'il n'y avait rien de nouveau par rapport à avant. Est-ce que tu peux nous détailler? Parce que moi, je suis enthousiaste. Pourquoi tu n'as pas listé Real-Time Intelligence comme étant une grosse feature de Microsoft? Alors, j'ai pas eu d'effet. Alors, il se trouve que dans l'environnement Fabric, il y avait déjà cette expérience real-time. Et donc, effectivement, je m'attendais à une annonce qui vienne un petit peu bousculer l'existant. Et donc, je n'ai pas le sentiment qu'on ait eu du nouveau. C'est surtout ça. Les bases de données calculées pour gérer des événements en quasi-temps réel, elles étaient déjà existantes. Les interconnexions avec du Event Hub aussi. L'alerting avec du Data Activator existait.
Donc, si toi, tu l'as mis dans ton top 3, j'aimerais bien que tu me dises qu'est-ce qui t'a marqué. En fait, il y a eu cette petite phrase de dire, alors je ne sais plus quel était l'autre mot, mais il parlait de data in motion. Et globalement, sur tous les projets data, et puis là on peut remonter, puisque le temps réel ou le streaming n'est pas nouveau. Hein. Ça fait 20 ans, enfin, depuis qu'il y a de la data existe, on a cette event versus batch. Donc on avait des choses, mais en fait on essaie à chaque fois de le mixer et de le mélanger avec des tables qu'on charge toutes les 5 minutes ou toutes les heures. Là, moi j'ai bien aimé cette notion de event house. Il y a tout un vocabulaire qui va avec. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de nouveaux services ou de nouveaux éléments. C'est juste qu'ils ont choisi de mettre l'emphase, de reformuler un petit peu les choses. Et le changement de vocabulaire me fait dire qu'on assume le fait qu'il y a 2 layers. Le layer un peu event-based qui va être un peu temps réel, qui va nous permettre de faire du real-time analytics, mais qu'en fait il ne vient pas en opposition, il vit juste à côté des éléments. Donc moi j'ai bien aimé là, notamment le data in motion et le event house. Donc c'est pour ça que je pense que le fait que Microsoft mette l'emphase, on est sur quelque chose qui va se simplifier et qui va finalement s'accélérer, puisqu'on le sait tous, vous êtes développeurs et architectes, on sait très bien que c'est beaucoup plus compliqué de faire des architectures event-based. On espère qu'avec ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà un petit peu ce qui m'a tapé dans l'œil. Toi, tu avais regardé un petit peu autour du Real-Time Intelligence, ce qu'a proposé Microsoft, si tu as un avis? Tout à fait. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est un petit peu la démocratisation du temps réel. Je pense que finalement, avec cette build, avec cette annonce-là, Microsoft pose une base et nous dit presque, voilà, c'est aussi sur ça qu'on va beaucoup travailler dans les mois et dans les années à venir. Je pense que c'est vraiment ça parce qu'en effet, il n'y a pas d'ultra nouveauté comme on a pu avoir sur d'autres sujets. Pour l'avoir testé, j'aime bien le Data Activator. Je trouve qu'encore une fois, je reviens à mon monde Power BI, mais c'est quelque chose qui me manquait vraiment avec le système d'alerting avant. On n'est plus obligé de construire un dashboard temps réel et de créer nos petites alertes dessus. Donc il y a vraiment quelque chose de puissant qui découle vraiment de Power Automate. On le sent vraiment qui arrive en tant qu'item dans le monde Fabric. Donc ça, c'est super intéressant. Et voilà, très enthousiaste aussi pour la suite, hâte d'en savoir plus. Ouais. Et c'est vrai, il me semble qu'à vérifier, mais il me semble que le mot Data Activator est passé un peu en second plan. C'est-à-dire que, oui, et peut-être qu'ils avaient un problème aussi. Ils l'ont cité 2 fois, mais on n'a pas vu, parce qu'ils sont très sur les logos justement, mais on n'a pas vu. Et je pense qu'il a peut-être changé. Et peut-être que parce que, mine de rien, c'était un nouveau produit et les gens ne comprenaient pas trop ce que ça faisait là, alors que Real-Time Intelligence, on comprend tout de suite que c'est du streaming. Et d'ailleurs, les plus anciens peuvent imaginer un Stream Analytics derrière qui va backer tout ça, qui marche très bien depuis des années. Il nous restait une dernière news qui était de ton côté, Edouard. C'était le CI/CD, donc tout ce qui va être, on va dire, déploiement, mais aussi d'avoir le code source, le versionning sur Fabric. Donc en effet, tu as cité une très belle démo qui a été faite par Patrick Leblanc, qui est vraiment end-to-end et qui est assez bluffante de voir la facilité pour travailler. Déjà, donc 2 questions pour toi, Edouard. Est-ce que tu as noté vraiment une vraie différence dans un point de détail d'une feature, etc., qui vient encore améliorer ça? Et la deuxième, c'est dans ton quotidien, est-ce que c'est suffisamment mature pour qu'on le mette en place et qu'on le généralise sur tous les projets? Alors, oui. Donc déjà, j'enlève un petit peu de la réflexion les fameuses pipelines de déploiement qui existent depuis longtemps dans le monde Power BI et qui fonctionnent très bien, qui nous permettent, je le rappelle, de passer d'un environnement de dev à test à de la prod. Donc très intéressant, clic-bouton, no-code, low-code, déploiement sélectif aussi. Donc ça permet vraiment de répondre aujourd'hui chez nos clients à ces besoins finalement d'avoir plusieurs environnements de travail. Donc, ce qui est un petit peu nouveau depuis cette année, c'est en effet l'intégration Git, avec cette démo où tout se passe très bien et tout est très rapide. Donc, ce qui est intéressant, ce qu'ils annoncent de plus en plus, c'est finalement la possible utilisation d'item après item dans cette intégration Git. Au début, on était parti que sur la base et on voit qu'ils augmentent un petit peu les items et on peut le remarquer dans d'autres démonstrations. Par exemple, Snowflake, l'item Snowflake qui crée n'est pas encore synchronisable avec notre repo Git, donc on espère que ça va venir aussi. Enfin voilà, plein de belles choses, je pense, qui arrivent. Sur cette partie-là, encore une fois, pour ceux qui connaissaient Power BI, le contrôle de version manquait énormément. On voit qu'on a une réponse avec l'intégration Git. On peut avoir finalement, on l'a vu, je crée ma branche, je duplique mon workspace sur ma branche personnelle et donc
Chaque développeur peut travailler de son côté et ensuite commit ces changements sur la branche de dev, donc c'est intéressant. Si je devais lever une petite question, c'est finalement ce qui est intéressant, c'est qu'avec Fabric, on ne travaille uniquement que depuis notre workspace. Alors qu'on sait qu'avec Power BI, on travaille essentiellement, pour ne pas dire totalement, sur Power BI Desktop, donc en local, et on voit que Microsoft continue encore à pousser des nouveautés sur Power BI Desktop, notamment le DAX Editor, Model View, etc. Donc pour moi, ça va perdurer. Et donc, en fait, de se dire finalement, comment est-ce que vont fonctionner cette intégration Git via mon workspace dans Fabric et mes développements que je fais toujours en local sur Power BI Desktop. Comment est-ce que finalement je peux commit des changements qui proviennent de deux endroits dans un même repo Git et ensuite s'assurer finalement de la pertinence et de mes données dans l'intégralité de mon workspace. Donc ça, c'est hâte de le tester. C'est un petit peu le next step pour moi, c'est comment est-ce que finalement ces deux modes de développement vont pouvoir collaborer dans un workspace Fabric. Ok, ce sera à nous d'écrire un petit peu les bonnes pratiques, l'histoire au travers de nos projets, mais pourquoi pas des publications. Par exemple, je crois la communauté a publié, j'ai entendu parler d'un Power BI Studio hier qui arrive dans VS Code, qui est branché sur les workspaces et sur Git. Donc c'est peut-être finalement le pont qui nous manque d'avoir ce type d'éléments. Merci à vous deux. Évidemment, il y a eu d'autres annonces, il y a eu plein de sessions autour de Fabric, mais je pense qu'on a vu l'essentiel. En tout cas, on a traité notre top 3 de ce qui nous a tapé dans l'œil sur ça. Alors, finalement, si je fais un petit peu une synthèse, on voit finalement qu'au travers de cette build, Microsoft confirme les investissements déjà sur le produit. Il est clair que la data pour Microsoft, c'est Fabric, mais par contre, il ne le voit plus comme ce qu'on pouvait avoir il y a maintenant plus de 10 ans sur c'est un produit qui est en compétition avec d'autres. On voit que Microsoft soigne l'écosystème, fait en sorte de retirer toutes les frictions, peu importe d'où vous venez, où sont vos datas, où est-ce qu'elles vont, etc. Fabric finalement va venir compléter et apporter sa valeur ajoutée dans votre plateforme data, va venir boucher les trous si tant est qu'il y en ait, ou apporter finalement son expertise. Et on voit bien que Microsoft va investir sur des fonctionnalités qui vont aider. On a parlé de la gouvernance avec les task flows, on a parlé de l'IA avec des copilotes, va venir finalement compléter les offres des autres éditeurs. Ça s'annonce une très belle bataille de fonctionnalités. Et Microsoft finalement confirme tous les investissements, toutes les orientations pour avoir un produit industriel mature qui répond à la fois aux utilisateurs mais aussi aux équipes de développement puisque les features ne sont pas orientées que pour une audience. Mais ce qui est intéressant et ce qu'on a oublié, c'est la plus grosse des annonces qui ne vient pas de la build mais qui est directement chez nous Selensa. Et bien finalement on profite de cette vidéo pour annoncer notre première offre Fabric qui a été développée et conçue par Selensa. C'est le Quick Start Fabric. L'idée, c'est de pouvoir utiliser Fabric, d'avoir votre premier tableau de bord, votre premier flux end-to-end, vos premières données qui vont être dans Fabric pour pouvoir avoir le pied à l'étrier, pouvoir démarrer avec un produit comme Fabric et démarrer en toute sécurité. En 3 semaines, vous avez votre première solution, votre premier cas d'usage qui est implémenté avec Fabric. C'est disponible sur notre site web dès maintenant et vous pouvez cliquer pour avoir toutes les informations sur cette offre. Jade, Edouard, je vous souhaite une très bonne journée et merci en tout cas pour votre partage de ces fonctionnalités de la build. Merci à toi Jean-Pierre. Merci.